Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive. Merci beaucoup, on va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour DMG. Excuse-moi, je ne veux pas me présenter parce que je ne veux pas me faire connaître au fait. Voilà. C'est une histoire que j'ai moi-même vu que je peux dire ça se passait devant moi au fait. C'est pas que qu'on m'a raconté. Bon, du coup, l'histoire s'est passée à la Guinée équatoriale. Voilà. Et du coup, c'était en 2014. Et je venais à peine d'arriver là-bas. Et vu que c'est un pays où on parle espagnol, bon, du coup, c'était pas aussi trop facile pour moi. Et vu que c'est le travail déjà qui m'avait amené là-bas, du coup, bon, il fallait s'intégrer et tout. Entre-temps, il y avait une jeune fille qui travaillait pour une Guinéenne son mari avait bien les moyens. Et cette fille, vu que quand je venais d'arriver, au fait, elle me méprisait, au fait. Bon, moi, je comprends. Je sais, quand tu viens d'arriver quelque part, c'est pas évident. Alors, la fille, comme je viens de dire, je veux l'appeler peut-être Mimi, un peu comme ça. Alors, vu que Mimi travaillait chez la dame, la guinéenne, ils sont mariés, il avait des moyens. Alors, un jour, avec son épouse, ils ont eu des problèmes avec la dame, sa patronne. Son mari est venu lui-même, il a fermé le magasin. Et c'était un magasin où on vendait des trucs un peu crochets. C'était un magasin où on vendait des mèches. Là-bas, on appelait les wakati. C'est comme au pays, on appelle les brésiliennes. Et les monts crochets, des trucs, des parfums, des trucs vraiment chic et des trucs de marque, en fait. Alors, elle se retrouvait sans travail. Et je tiens à préciser que cette fille était une fille très belle. Franchement, quand on dit une personne belle, très belle, et c'était une Camerounaise comme moi, très très belle. Et claire de peau, velue, tu vois, je sais pas si tu connais un peu de ce genre de filles rondes là et très bien formées. Alors, comme je dis, Mimi s'est retrouvée au chômage et elle est venue où je travaillais parce que lorsqu'elle venait même pour se faire belle, pour s'entretenir, pour prendre soin d'elle, elle n'aimait pas trop que je la touche. Au fait, comme je viens de dire, j'étais nouvelle et tout. Alors, elle a dit qu'elle va travailler à son propre compte. Elle va ouvrir un bar, restaurant. Pour ceux qui ont fait la Guinée, ils peuvent comprendre un peu de qui je parle, surtout parce que la ville, c'était à Mongomo, c'est le village du président en fait. C'est un petit village. Alors, elle a dit qu'elle va travailler à son propre feu et elle a ouvert un bar. Elle devait faire un bar-restaurant qui était très bien placé au bord de la route. Alors, un jour, elle va aller au pays, au Cameroun, et revenir lancer vraiment son activité, vraiment. Alors, elle part, elle revient. Quelques semaines, moi, j'avais appris qu'elle est retournée, mais qu'elle était un peu malade. Moi, je me suis dit, ah bon, c'était les maladies comme ça. Un jour, je pars au boulot, je la croise assise devant son bar. Il dit, mais Mimi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, ah, je suis malade depuis que je suis rentrée. Alors, je traverse, comme on n'était pas trop proche, je traverse quand même, vu que c'est la maladie, et qu'elle avait maigri. Elle avait beaucoup maigri. Je viens vers elle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle allait à l'hôpital, elle a fait tous les examens, c'est négatif. Elle me dit, tu peux même croire que j'ai le VIH, même ça est négatif. J'ai dit, mais c'est quelle maladie comme ça alors que tu as? Elle dit qu'elle ne sait pas. Alors, quelques jours plus tard, il y a une de ses soeurs qui vient au salon, qui sont allées voir un prêtre, un pasteur exorciste. Et le pasteur a dit qu'il y a un truc dans sa maison qu'il faut qu'elle fasse, faire sortir ils amènent à l'église.
Alors, quand ils sont allés, ils ont trouvé une grosse marmite sous son lit, avec des trucs plein dedans, des herbes, des choses bizarres, mystiques. Le pasteur dit que non, il y a une chose qu'il faut qu'elle donne, qu'elle-même, il faut qu'elle retire, parce que ces choses-là qui le bloquent, qui le rendent malade. Le pasteur a demandé qu'il faut elle se converse. Alors, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que lorsqu'elle partait au Cameroun, elle avait croisé elle avait une amie qui était anglophone. L'anglophone lui a dit d'envoyer dans son village, à Bamenda, de rencontrer un monsieur qui devait lui donner des remèdes qu'elle vient mettre dans son bar enterré pour avoir les grands clients. Et comme ça, son bar devait tourner 24 sur 24. Et apparemment, elle n'a pas su respecter les conditions. Et ça s'est retourné en fait. Et cette fille ne faisait que maigrir de jour en jour. J'ai dit une personne peut-être qui est à 80 kilos, qui perd le poids jusqu'à ce qu'elle descende à 30 kilos, 40 kilos, un truc comme ça. Elle était méconnaissable. Alors, on ne sait pas vraiment, moi je ne peux pas vous dire n'importe quoi parce que vraiment, on ne sait pas si on lui demande une personne qu'elle n'a pas pu donner. C'était pas vraiment, cette fille, la maladie n'a pas duré 1 mois. Il fallait qu'on cotise pour la renvoyer au pays pour qu'on puisse soigner. S'il fallait qu'on lui ramène chez l'anglophone pour que on essaie qu'il essaie de la soigner, on sait, voilà. Alors, temps d'arriver au pays, de voir trouver une solution et tout, elle n'a pas survécu et puis elle a rendu là. Vraiment, parce que c'était ça a choqué tout le monde en fait. Parce que d'une personne qui brillait comme le soleil, la fané comme ça et mourir comme ça parce que elle voulait travailler, avoir des clients et elle a perdu sa vie comme ça. Et le moral de l'histoire, c'est quoi? C'est que vraiment, nous les filles, surtout que nous sommes à l'étranger et que nous voulons toujours être le m'as-tu vu, je suis plus que toi, je te dépasse, machin truc. Franchement, on n'est pas, la vie c'est pas la concurrence au fait, ce n'est pas une course. C'est pas une course, vraiment. À mes jeunes soeurs, allons doucement. Qui va doucement va sûrement. Ça ne sert à rien de courir, de vouloir aller faire des trucs que peut-être c'est même pas que tu sais même pas si comment la fin va être au fait. Et perdre sa vie comme ça, laissant un enfant qui a besoin de toi et tout, vraiment, ça fait vraiment beaucoup mal. Voilà. C'est un peu ça, en fait, que nous, vraiment, nous fassions très attention. Voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller pratiquer sa marche, on ne connaît pas. Les gens ne sont pas pareils. Toi, tu ne sais pas comment tu es. Bon, il y a les gens qui sont initiés, qui savent comment gérer leur cul. Voilà. Bon, c'est un peu ça, je ne peux pas être trop long et je te passe une bonne soirée et liker, partager, voilà. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord à te remercier pour le bon travail que tu fais. Que Dieu te bénisse, qu'il continue toujours à te bénir. Bon, l'histoire que je vais raconter me concerne personnellement. C'est passé il y a de cela 7 ans. Je vivais avec mon père, désolé. Je vivais avec mon père et mes frères. Bon, un jour, mon père rentre du boulot. Son téléphone se met à sonner. Décroche. Après, on lui dit, tu vois là, ton frère venait juste de faire un accident. Mon père nous appelle, nous dit que votre oncle venait juste de faire un accident, mais que c'est grave. On ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas. Restons en prière. Il est sorti.
Il est rentré aux environs de 20 h, un peu triste. Je regarde mon père, je demande à mon père, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, ça va, il n'y a rien. Il me demande, tu as préparé quoi? Il dit que j'ai préparé, il fait la sauce. Il me dit, ok, c'est moi, j'ai faim. Maintenant, j'entre à la cuisine, puisque la cuisine, il y a un couloir. Avant d'arriver à la cuisine, il y a d'abord un couloir qui sépare le salon et la cuisine. J'arrive donc comme ça, puisqu'il n'y avait pas la lumière à la cuisine. J'arrive donc comme ça. Je sers à manger à mon père. Maintenant, je me courbe au moment je me courbe alors pour prendre la cuillère. Quand je me relève, je vois une silhouette devant moi. Je regarde le visage, je n'ai pas peur, sauf que je croyais que c'était peut-être mon frère qui aimait sans me faire des blagues et tout. Je me lève donc comme ça, je vois mon oncle placé. Et je dis que je suis restée, j'étais glacée. Il avait un super sang noir et un démembré blanc. Et le sang partout. Je me lève, je suis restée comme paralysée, je n'arrivais plus à bouger. Je dis donc, d'un coup, je me suis mise à crier. Mon père arrive, me dit, il y a quoi? Je dis donc que je viens de voir mon oncle. Il me dit, quel oncle? Il dit, mon oncle qui a eu l'accident. Mais je dis donc que tu es sûr que tu as vraiment mise à me gronder. Il dit que papa te dit que j'ai vu mon oncle. Je suis sûre de ce que je sens. Il dit que j'ai vu mon oncle. Il me dit que tu es en train de me mentir. Il faut s'arrêter tes trucs que tu fais souvent. Et tu dis que papa te dit que j'ai vu mon oncle. Mais je dis donc, ok. Il portait quoi? Je me suis mise à décrire, j'ai décrit l'habillement que mon oncle portait. J'ai dit à mon père qui portait le super sang noir avec un démembré blanc. Il me dit, effectivement, ton oncle est mort aujourd'hui. Mais il est mort avec le même habillement. Mon père appelle donc ma grand-mère au village. Il dit à ma grand-mère que voici ton fils qu'on venait juste de voir à l'instant T à la maison. Elle s'est mise à pleurer que quoi? Tu es sûr que elle a vraiment vu son oncle et tout? Je dis oui. J'étais comme ça une fois, je dormais, faire des rêves, puisque j'étais proche. Nous étions proches, lui et moi. Puis il faisait des rêves. Un jour, il fait un rêve. Je dors. Il y avait un oncle du village, bizarre, parce qu'on partait sur le village pendant les vacances. Un oncle du village que je connaissais aussi très bien. Nous étions au champ comme ça, dans le rêve, bien sûr. Nous étions au champ. Maintenant, moi, je voulais donc aller, je ne sais pas ce que je voulais faire. Je me lève alors je voulais boire de l'eau. Je vois deux personnes, mon oncle et un autre type là que je ne connaissais pas. Mon oncle me dit que je suis là pour toi, je vais me prendre. Mon oncle du village là me dit que je suis là pour toi pour prendre quelque chose que tu as et que je veux. Et je dis donc pour prendre quoi? Il a commencé à faire des trucs comme dans les films nigérians là, comme les pouvoirs, comme s'il voulait retirer. Je sentais comme si une force qui était dans moi, comme si une force qui retirait quelque chose. Ça laisse, tu vois donc ça. Quelques secondes plus tard, je vois comment mon oncle atterrit devant moi. Mon oncle qui est décidé, mon jeune oncle qui est décidé atterrit devant moi. Il a atterri une lumière blanche qui a éclairé. Tout d'un coup, mon oncle du village a disparu avec son ami. Je me suis levée, je me suis réveillée, je me suis mise à prier. À l'instant, je me suis mise à prier. Et que jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté de faire parce que j'ai raconté ça à mon père, arrêté de faire les rêves, puisqu'on a prié, on a appelé un pasteur, on a prié et tout. Maintenant, ça va. C'est peut-être la moralité de l'histoire, je ne connais pas. C'est peut-être parce que mon oncle et moi, nous étions peut-être proches ou bien, je ne sais pas trop. Bon, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, merci de me laisser d'abord la parole. Je suis une jeune Gabonaise, je vous suis depuis et je vais vous raconter, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, mais je vais vous raconter ma première histoire. Ça s'est passé dans les années 2007-2008, j'étais encore très petite, j'étais encore au primaire à Port-Gentil, ça s'est passé au Gabon à Port-Gentil. Un matin, je me suis réveillée, je partais à l'école qui n'était pas très loin de la maison, donc on marchait. Je marchais et j'ai ramassé une bague, genre une alliance. J'ai ramassé, étant très petite, je ne savais pas, donc j'ai pris la bague, je l'ai mis à mon doigt, à mon annulaire. C'est à l'annulaire comme le doigt de mariage. Je l'ai mis à mon doigt. Et je suis rentrée à la maison, je suis allée à l'école, je suis rentrée à la maison tranquille, sans problème. Bon, j'avais juste une belle bague à la main.
J'ai dormi avec la bague. Et en allant dormir, d'abord, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'écoutais un bruit. À chaque fois que j'allais dormir, genre au milieu de la nuit, j'écoutais un caillou qui tombe sur le toit. Parce que je n'ai pas d'abord, j'ai le sommeil vraiment, vraiment, vraiment léger. Donc, je dors, j'écoute un petit caillou sur le toit. Bon, c'est juste un bruit. Hein. Je dors. Et la nuit, dans le rêve, je me bats avec des gens. Je suis dans une forêt, je me bats, on me frappe, on me frappe, on me frappe. Quand je me lève le matin, j'ai les filaires sur tout le corps. Les filaires, j'ai les traces de genre quelqu'un qu'on a brutalisé. Le premier jour, je ne dis rien. Bon, moi, je me dis que c'est un rêve. Et vu que je suis une enfant un peu spéciale, je vois des choses souvent. Je suis d'une famille d'abord chrétienne, je crois en Dieu. Et je vois souvent des choses, souvent dans les rêves ou physiquement comme ça. Je peux être amenée à avoir des visions, beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, bon, le matin, la première fois que ça m'arrive, je n'en parle pas. Je reste comme ça, mais quand le soleil se lève, ça disparaît. Le premier jour aussi, je ne me rends pas compte. Le deuxième jour, c'est la même chose. Je dors, je me réveille, c'est toujours la même chose. Je me bats dans le rêve. Le matin, quand je me réveille, j'ai des bleus partout. Mais quand le soleil s'élève, je pars à l'école. Quand le soleil est déjà au zénith, là, je n'ai plus aucune tache. Les filaires, la première fois, ma mère m'avait dit que c'était des filaires. Mais, deuxième jour, troisième jour, le matin, on voit ça. Quand le soleil est au zénith, il n'y a plus. Je n'ai plus de filaires, je n'ai plus rien. Toute la soirée, je suis bien. Quand je vais dormir, je me réveille le matin, c'est toujours la même chose. Et je fais toujours le même rêve. Je suis dans une forêt avec des hommes qui me poursuivent, qui me frappent, qui me tirent, qui me brutalisent. Et la bague était sur mon doigt. Et tous les soirs, quand j'allais dormir, c'était toujours la même chose. J'entends le caillou sur le toit. Et après, je fais ce rêve-là. J'ai parlé de ça à ma mère, j'ai montré ma mère la bague. On a essayé d'enlever pendant toute une semaine. DMG, de jour, on a essayé d'enlever la bague ne quitte pas. On a mis l'huile, on a fait avec le savon, tiré la bague, ça ne quitte pas. Je ne suis pas déjà une personne très grosse, je suis très petite de corps, vraiment, vraiment, vraiment mince. Mais la bague ne quittait pas. On a cherché tous les moyens à enlever pendant toute une semaine, ça ne quittait pas. Et je suis allée voir toute seule, je suis allée voir un pasteur, il y avait une église à côté de chez nous, bon pas très loin de chez nous, donc je suis allée voir le pasteur, comme c'est aussi un grand du quartier, un papa du quartier, donc je suis allée le voir. J'ai parlé avec lui, je lui ai expliqué un peu, il a commencé à prier avec moi, prier. Et un jour, je dors, je fais le même rêve, j'écoute le caillou, mais moi dans ma tête, je me dis déjà que si j'écoute le caillou là, ce soir là, les frangins là ne vont pas me faire ce qu'ils veulent me faire tous les jours là. J'écoute le caillou, je rentre. J'avais peur maintenant d'aller dormir en fait. Mais ce jour-là, j'ai dit que non, j'ai prié la nuit avant d'aller dormir. J'ai dit qu'aujourd'hui là, ils ne vont pas me frapper. Je rentre, je redors, je fais le même rêve. On me poursuit. Quand ils ont voulu m'attraper, je me suis levée. Dans le rêve, je me suis levée, j'ai pris une chicotte, je les ai frappés les gars qui me poursuivaient. Frappé, je me suis réveillée. Le matin, je n'avais pas de filaire. Et je me rappelle encore, c'était un samedi. Parce que ce jour-là, je devais laver mon linge. Donc j'ai fait sortir mon linge, j'avais toujours la bague à la main. J'ai fait sortir mon linge, j'ai commencé à laver. La bague est sortie de mon doigt tout seul. Toute seule, elle était de mon doigt. Je n'ai même pas su comment, je n'ai même pas vu la bague en fait. Quand c'est quitté de mon doigt, je n'ai pas su. C'est quand je termine de laver au robinet, c'est là où je me rends compte que, mais je n'ai plus la bague. Je m'en vais chercher là où j'ai lavé, je cherche au sol, j'ai montré à ma mère, il n'y a plus la bague, machin. La nuit, on a dormi, je n'ai pas fait le rêve. Le matin, le dimanche matin, quand je me lève, ma mère, elle avait pour habitude de faire le ménage. Le ménage, elle fait tout sortir, elle nettoie tout. On devait nettoyer la chambre. On s'est mis à nettoyer la chambre, j'ai nettoyé ma chambre. En nettoyant la chambre, au bord du lit, au coin de la chambre, je trouve un couteau. Pas nos couteaux, mais un couteau, je ne sais pas, qui est planté derrière le lit. J'appelle ma mère, je monte le couteau. Ah, peut-être que vous avez pris le couteau quelque part. Bon, ma mère, elle ne croit pas trop, elle ne croyait pas trop à ce genre de choses. Bon, elle ne croit même pas toujours à ce genre de choses.
genre le spirituel, elle prend Dieu, elle croit qu'il y a les sorciers, mais elle n'est pas trop genre dedans. Elle n'est pas, ce n'est pas ça. Et je ne racontais pas vraiment l'histoire avec elle, bon, je suis pas trop avec ma mère, comme si c'est une amie, voilà. Maintenant, je vois le couteau au coin du lit. Je parle à ma mère, oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Ok, je banalise. C'est un voisin qui me dit que mais le couteau là, c'est pas le couteau de ta petite voisine qui est l'autre côté là-bas. Je prends le couteau, je m'en vais parler parce qu'on était dans une cour commune. Je m'en vais parler avec la voisine, elle me dit que oh non, c'est le couteau de mon père. Et le couteau de son père, normalement, c'est un ganga. Un marabout. Bon, chez nous, au Gabon, on les appelle un ganga. Maintenant, je parle avec la fille, que comment votre couteau, ah, non, je ne sais pas, en tout cas. Bon, j'étais encore très petite. Hein. Donc, on n'a pas fait de ça un problème. D'abord, que ma mère n'a pas fait un problème. Donc, moi-même, je ne faisais pas de ça un problème. Et la petite avait... elle volait mes sous-vêtements, en fait. Le jour-là, quand je suis allée remettre le couteau, c'est là où je vois, quand j'arrive chez elle, je vois que il y a mes sous-vêtements. Je ne sais pas si elle l'avait aussi ou elle faisait le ménage, je ne me rappelle plus. Mais je vois mes sous-vêtements là-bas. Je demande, oh non, j'ai acheté les mêmes. Pendant que moi, pour moi, ça disparaissait. Voilà. Comment ça se passe? Ça s'est passé, bon, la fin de l'histoire, c'est seulement comme ça, quoi, parce que j'étais encore beaucoup plus petite. Maintenant, le conseil dans l'histoire, c'est que il faut parfois croire à vos enfants, en fait. Et puis, ne pas ramasser. C'est pas tout ce qu'on voit dehors qu'on doit ramasser. Quand ton enfant rentre à la maison avec un truc, un bijou, un truc différent que toi, tu ne l'as pas donné, toi qui es son parent, tu ne l'as pas donné, vraiment, faut faire attention, quoi. Faut pas accepter parce que ce genre de choses, c'est parfois la sorcellerie, parfois peut-être la bague, ce n'était pas pour moi, mais je suis passée par là, j'ai pris la bague, je l'ai portée. Maintenant, voilà ce qui m'est arrivé. Donc, voilà mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est celle que j'ai vécue il y a pratiquement 4 ans de cela. Je sortais avec un monsieur, toujours au Gabon, dans la deuxième ville économique, toujours où j'ai grandi, du Gabon. Je sortais avec un monsieur qui était extrêmement jaloux. Donc du coup, à chaque fois, il venait souvent me sauver, parfois la nuit. Sa jalousie était tellement excessive que parfois il s'arrête à la route à 1h et tout ça. Donc, pour me surveiller, un jour il vient, il m'appelle, il me dit non, toi tu aimes trop l'argent, allons un peu travailler aujourd'hui. Je sens que bon, moi je n'ai pas aussi sommeil, ça tombe bien. Donc lui et moi, je monte dans la voiture, on part à son bureau. Arrivé à son bureau, on est là, on raconte, on veille, et tout. Il est 2h du matin. Le gars me dit, il est 2h, moi je vais te raccompagner parce que j'ai d'autres trucs un peu plus importants à faire. Puis je sens que d'accord, il n'y a pas de souci. Il m'emmène. On est en train de rouler, nous sommes dans la voiture, on raconte, il y a la musique, on rit et tout. On aperçoit 2 jeunes dames de dos en train de marcher. Je me demande, oh, les dames là reviennent de la gare là-bas. Parce que à part la gare, il n'y a plus de maisons sur la route jusqu'à la ville. Elles sortent d'où? C'est là il me dit que peut-être elles sortent de la gare. C'est là je dis que comme elles sont en train de faire autostop, aide-les. Il me dit, il n'y a pas de souci, c'est Igare. Il demande aux filles que vous partez où? Oh non, on part à la rue Princesse. La rue Princesse, c'est une ruelle où il y a plusieurs bars et c'est une ruelle qui chauffe. Donc on l'appelle la rue Princesse. Donc d'accord, il n'y a pas de problème, on va vous déposer. Elle monte dans la voiture. Quand elle monte dans la voiture, on entend rouler, on raconte, mon partenaire, on raconte. Lui, il regarde le rétroviseur. Il ne voit pas les jeunes dames derrière. Quand il se tourne, il voit les dames qui le fixent. Il regarde, il se serre au volant. Il n'y parle plus. Il a peur. Mais il veut me faire savoir que mes chéris regardent. Mais il ne peut pas parler. Donc il me regarde, il me fait les yeux, genre, comme pour me dire, regarde, regarde. Moi, je me dis, le gars est en train de me faire les yeux d'amour. Donc du coup, moi, je ne prête pas trop attention.
Il me fait encore les mêmes gestes. Après, moi, je lui dis, oh, ben, arrête. Il ne répond pas comme d'habitude. Non, il est concentré au volant. On prend le virage. Quand on prend le virage, moi, je vais regarder le rétroviseur pour voir si il y a une voiture qui vient derrière. Parce que généralement, quand tu prends le virage avec quelqu'un, même si le chauffeur a déjà vu s'il n'y a pas de voiture, toi, tu vas forcément essayer de vouloir guetter. C'est comme ça que moi, quand je guette, je ne vois pas les jeunes dames. Je me tourne, elle me regarde. C'est comme ça que mon partenaire a senti que j'ai vu ce qu'il, lui, il avait vu. Donc, quand je le regarde, il me fait des gestes comme pour me dire « Calme-toi, calme-toi, calme-toi ». Je te jure que DMG et qui j'avais peur. Je voulais pisser dans les habits. On roule, on arrive à la rue Princesse. On dit aux dames que nous sommes déjà vers la rue Princesse. Elles disent que non, elles ne descendent plus là. On les accompagne à la sortie de la ville. Hey, mon partenaire me regarde. Il devait faire quoi? On a roulé. Quand on a dépassé les maisons de la ville, on allait déjà dans la forêt. Mon partenaire dit, mais chérie, vous descendez finalement. Il prend son courage, il demande, vous descendez finalement. Oh non, devant, avance. Quand on avance, on trouve les maisonnettes de la SCG là. Elle dit non, après la maisonnette de la SCG là, devant. Je te jure que des DMJ, il n'y en avait pas de maison là-bas, c'était le noir total. Elles sont descendues là. D'accord, oh merci. Quand mon partenaire a tourné la voiture là, la vitesse qu'il t'a mis là. Quand c'est arrivé, il dit que papa, pardon, laisse-moi chez moi. Oh. Je suis descendue. Je suis allée me laver avec l'eau salée, le citron, j'étais dans une prière qui n'a pas de nom, j'ai dormi. Le matin, il m'appelle, il me dit, tu te rappelles où les filles là sont descendues? Je dis oui, il me dit, tu sais que plus devant là-bas, c'est un cimetière public. DMG, pardon les choses de ma vie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Voilà, ça fait quand même des mois déjà que je te suis notamment sur Facebook et YouTube. J'écoute un peu les histoires des gens, etc. Et c'est vraiment une bonne initiative. Hein. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour sensibiliser les gens, pour sensibiliser surtout nous les femmes. Vraiment, ça nous sensibilise beaucoup. Mais bon, bref, je suis là pour raconter une histoire. J'ai tellement d'histoires, mais je vais raconter celle la plus récente. Je l'ai vécue il y a peut-être 1 semaine et demie à 2 semaines de cela. Voilà. L'histoire, c'est quoi? Voilà, c'est un truc que j'ai un peu vécu chez moi. Je suis gabonaise. Je suis gabonaise, je vis au Vendo. J'ai loué un studio au Vendo. Du coup, ce jour-là, je crois que c'était un jeudi. J'étais à la maison aux environs de 1h, 2h. Parce que moi, je suis chrétienne pratiquante, je prie beaucoup. J'ai prié, il était 2h par là. Comme ça, j'ai prié à 2h, vu que c'est souvent de minuit à 3h du matin qu'on fait des combats spirituels. C'est-à-dire, on fait des combats, on prie pour faire des combats pour éloigner le mal, on fait pour tout ce qui est spirituel, quoi, les combats spirituels en gros. Bref. Donc à 2h, j'ai fait ma prière, tout. J'étais allongée au salon sur le canapé. Donc j'ai eu l'idée de regarder un film dans mon téléphone. Je regardais le film. Peut-être 30 minutes après, comme j'ai un ami dans le quartier qui est venu, ils vont la nuit, on vend tous la nuit, mais ce jour-là, j'ai pas travaillé. Donc ce jour-là, il a travaillé, il a fini de vendre. Donc en descendant, il m'a cogné, il a cogné la porte et tout. Et je souligne que avant qu'il vienne me cogner, tout allait bien. J'étais bien, j'étais bien à la maison, il n'y avait rien de bizarre, Enfin, j'étais bien, quoi. Bref, il est venu me cogner, il faisait 3h par là. Je suis venue, je l'ai ouvert la porte. Donc, on est peut-être resté 5 minutes là devant la porte, on est en train de parler. Pendant ce temps, la porte était ouverte. 3h du matin. Donc, la porte était ouverte. On était là, on parlait un peu de tout et n'importe quoi. Après, il est rentré. Quand il est rentré, j'ai fermé la porte. J'ai repris mon téléphone, j'ai repris le film où je me suis arrêtée. Mais, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais j'étais pas à l'aise. En fait, je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais j'ai négligé. Du coup, j'ai pris le téléphone, de rendre au téléphone, de regarder le film, et après, je me suis endormie. Je me suis endormie. Après,
je me suis réveillée subitement. Je me suis dit, mais pourquoi tu dors au salon? Enfin, c'est ce que je me suis dit intérieurement. Pourquoi tu dors au salon? Bref, j'ai éteint la lumière du salon. Je suis rentrée dans la chambre. En rentrant dans la chambre, puisque moi j'ai l'habitude de dormir dans le noir complet. J'éteins les lumières de la douche, les lumières de la chambre. Je dors dans le noir complet. Et ce jour-là, je suis venue, j'ai fait la même chose que j'ai fait d'habitude. J'ai éteint les lumières. Je me suis allongée. J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais j'avais la flemme de prier. D'ailleurs, il y a un cœur qui me disait prie, mais j'avais la flemme. Je me disais que j'ai déjà prié à 2 heures et tout. Bref, j'avais la flemme de prier. Mais il y a toujours, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Chez moi, enfin, je dors là tout le temps. Mais je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais j'avais la flemme de prier. J'étais là. Quand je dors comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me réveille. C'est-à-dire, je dors peut-être 5 minutes, je dors, je me réveille. C'était tellement bizarre qu'à un moment donné, j'ai dû allumer la lumière de la torche du téléphone pour pouvoir éclairer un peu la pièce parce que ça me dérangeait même de dormir dans l'obscurité. Alors que moi, d'habitude, je dors dans le noir complet. J'ai senti, je sais pas, il y a un truc qui allait pas en tout cas. C'était pas comme les autres jours. Du coup, à un moment donné, quand je ferme, en fait, je me suis réveillée encore et quand je n'avais même pas complètement fermé, c'est-à-dire j'étais entre le sommeil et l'éveil. Je sais pas comment expliquer ça, je ne dormais, c'est-à-dire à peine je baisse les yeux n'étaient pas complètement fermés. Je ressens tout le corps est paralysé. Je te dis que de la tête aux pieds, je suis paralysée. Au moment où je ressens la paralysie, j'ai directement senti qu'il y a quelque chose dans la maison. J'ai directement compris qu'il y a un esprit bizarre qui est dans la maison, qui est dans la maison, qui est dans ma chambre notamment. Et je l'ai ressenti, en fait, je n'ai pas vu, mais j'ai senti directement qu'il y a un truc qui n'allait pas. J'ai commencé à prier. Donc, en priant, j'avais la possibilité de bouger. J'étais paralysée, mais mes lèvres bougeaient. Donc, en priant, je bougeais les lèvres, sauf que la voix ne sortait pas. Je priais, j'essayais de parler, mais la voix ne sortait pas, en fait. Donc, du coup, j'ai prié, j'ai bougé les lèvres en priant, j'ai évoqué le sang de Jésus, le feu de Jésus dans la maison et tout. Après, à un moment donné, même les lèvres ne bougeaient plus. En fait, j'arrivais plus à bouger les lèvres. Donc, j'arrivais juste à prier de mon cœur. Mais je ne me suis pas découragée. Je priais toujours de mon cœur. J'évoquais le feu de Jésus. Je savais qu'il y avait un esprit dans la maison. Donc, j'évoquais le feu de Jésus. C'est que le feu de Jésus puisse brûler cette chose qui est en ce moment dans la chambre et tout et tout. J'évoquais le feu de Jésus, le sang de Jésus. En tout cas, j'ai prié fermement. Après, boum, à un moment donné, boum. Le corps, je suis revenue au moins. En fait, je me suis réveillée comme ça là. J'ai directement senti que donc depuis là je me sentais mal là parce qu'il y avait un truc qui m'a visité dans la maison. Je me suis réveillée là, je voulais la paresse de prier là, j'ai mis ça à côté. Je me suis levée. Comme je suis dans un quartier, ça fait déjà des mois que je suis là, mais sauf que je suis le genre de personnes, je ne parle pas trop avec les gens dans le quartier, c'est à peine bonjour, sauf comme je dis là, le gars que je me suis là, c'est un ami avec qui on s'entend bien. Donc je ne parle pas trop avec les gens du quartier. Du coup, je me suis réveillée, je commençais à parler d'abord. Je crois même que les voisins m'ont entendu tellement j'ai crié. J'ai fait une tapage dans la maison, j'ai commencé à parler, crier. Que moi, vous ne me connaissez pas dans le quartier et tout. On ne se connaît pas, moi je ne vous connais pas et tout. Que ce soit la première, la dernière fois que vous venez me déranger dans ma maison et tout et tout. Parce que la prochaine fois que vous venez ici, là, ce que vous allez trouver et tout. Parce que comme je disais que moi je suis chrétienne, je suis pratiquante, donc j'ai pris beaucoup. En tout cas, j'ai commencé à prier ce jour-là, invoquer le feu de Jésus-Christ de Nazareth, machin, tout. J'ai prié je ne sais même pas, j'ai sérieusement prié ce jour-là. Après ça, j'ai continué à parler et tout, c'est un peu démenacé et tout. Bon, en fait, si je raconte cette histoire, en fait, c'est la morale de l'histoire, c'est parce que, en fait, c'est la leçon que j'ai eue ce jour-là, c'est la porte ouverte, en fait. Parce que nos parents nous disaient souvent qu'à partir d'une certaine heure, on n'ouvre plus la porte. Mais comme nous les enfants, nous sommes têtus, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. En fait, c'était ça la morale de l'histoire. À partir d'une certaine heure, il faut éviter d'ouvrir la porte. Parce que je pense que ce jour-là, l'esprit est rentré dans la maison parce que ce jour-là, j'ai laissé la porte ouverte pendant 5 minutes environ parce que je parlais avec mon pote. Je pense que c'est à ce moment-là que l'esprit est rentré dans la maison. Parce que quand j'ai laissé la porte ouverte, là, quand je suis rentrée dans la maison, je ne me sentais plus... C'était plus la même chose que quand j'ai laissé la porte avant d'ouvrir la porte, en fait. Donc, c'était un peu ça la morale de l'histoire. Pour moi, je voulais interpeller les gens sur ce point. Ceux qui ont l'habitude de le faire, éviter à partir d'une certaine heure, éviter de laisser. Tu peux, par exemple, prendre, même ouvrir même la porte pour quelque chose. À part si c'est un cas de force majeure. Si c'est un cas urgent, c'est normal. Voilà.
Mais il faut éviter à partir d'une certaine heure d'ouvrir la porte. Et moi, depuis ce jour-là, comme moi j'ai fait le commerce, je travaille la nuit, Du coup, je suis souvent obligée de sortir. Je sors à 21h, je rentre aux environs de voilà 3h, 4h, 2h. Mais je suis obligée parce que c'est le commerce et je pense que Dieu, par rapport à ça, Dieu me protège. Mais ce jour-là, j'ai fait la bêtise pour un rien comme ça, pour une discussion de 5 minutes. J'ai pris le risque d'ouvrir la porte, de laisser ce qui est rentré là rentrer. Donc voilà, essayez un peu de ne plus faire ça en fait. Si vous avez l'habitude de faire ça à n'importe quel moment, il y a même des gens, je les vois, ils dorment les fenêtres ouvertes parce qu'ils sont, disons, la chaleur, ou bien à partir d'une certaine heure, ils ouvrent la porte parce qu'il fait chaud. C'est pas bien ça. Parce que là, vous invitez les sorciers à rentrer dans votre maison. Parce que c'est un peu comme si vous leur donnez l'autorisation, sans le savoir, en fait, vous leur donnez l'autorisation de rentrer dans votre maison, quand vous laissez les maisons ouvertes comme ça. Voilà, c'était un peu ça mon histoire. J'ai plein d'autres histoires, mais bon, comme celle est plus récente, je voulais l'expliquer. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué par rapport à, comme je disais, laisser la porte ouverte. Voilà, je remercie tout le monde. Et voilà, likez, partagez, commentez, parce que c'est vraiment DMG. Merci pour tout le travail que tu fais, hein, parce que même moi, ça m'édifie. Moi, en ce moment-là, je n'accepte plus les invitations des gens. Encore en ce moment au Gabon, là il y a les élections qui arrivent là, donc là les histoires des meurtres, des ceci, des cela, des crimes rituels là, ça a augmenté. Moi même quand je te connais, je ne vais pas facilement au rendez-vous des gens sortis. Même j'ai déjà même décidé que je ne sors plus. Pour le moment là, c'est mon petit commerce, ma maison, mon commerce, mon activité, ma maison. Et faites beaucoup attention, surtout nous qui sommes au Gabon en ce moment, vous savez qu'il y a les élections. Qui dit élection dit crime rituel. Donc, faites doucement, faites attention. Surtout nous les femmes, parce que nous les femmes, nous sommes plus, on appelle ça comme, nous sommes plus susceptibles à ce genre de choses. Donc, doucement, faites attention les filles. Le dehors est risqué en ce moment-là. Et encore merci DMG pour tout ce que tu fais pour nous sensibiliser. Et merci à toutes les personnes qui viennent raconter leur histoire. C'est pas facile parce que moi-même j'ai mis du temps à raconter. C'est pas facile de venir raconter des histoires, mais voilà, merci pour tout. Et bisous, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Et encore une dernière chose, priez sans cesse. Priez sans cesse parce qu'il n'y a que Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Allez, gros bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, famille. Bonjour cher DMG, à vous-même personnellement. Alors, je voulais tout d'abord vous dire merci pour tout le travail que vous abattez, hein, et que Dieu vous protège, que Dieu soit avec vous, parce que vous ouvrez tellement les yeux des gens, vous amenez tellement, il y a tellement de choses qui étaient cachées, et à travers cette chaîne, on est en train de comprendre beaucoup de choses. Et vraiment, ma prière, que Dieu vous protège, parce que c'est pas du moindre ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous n'imaginez même pas, mais le travail que vous faites, c'est lourd, hein? C'est lourd, et tout le temps, je vous suis. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, protège ce garçon, parce que c'est sûr que voilà, il y a les secrets, il y a beaucoup de secrets des personnes voilà, qui sont en train de sortir et qui va ouvrir les yeux des gens. Donc, je voudrais aussi que toute la famille DMG prie pour DMG lui-même. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai pris le courage pour venir aussi expliquer une situation qui me peine beaucoup, une situation que je traverse actuellement, c'est présent, hein, une situation que je traverse actuellement, et je n'ai pas de réponse, et je voudrais bien que, voilà, s'il y a, en m'écoutant, toutes ces personnes qui vont écouter, moi je suis chrétienne à la base, et voilà, je voulais des réponses en fait. Je veux des réponses. Et s'il y a des gens qui peuvent me donner l'explication à cela, s'il y a des gens qui peuvent me dire, voilà, il y a ça et ça à travers
mon récit que je vais faire tout à l'heure, mais franchement, c'est une équation que je n'arrive pas à résoudre. Voilà, et je vais aller droit au but, voilà, pour expliquer le problème que je traverse actuellement. Alors, cette histoire que je vais raconter, c'est une histoire présente que je vis actuellement, personnelle. Et je sais pas par où commencer parce que ça me dépasse vraiment, ça me dépasse cette situation, ça me dépasse. Il est question de ma mère. Il est question de ma mère. Et il y a des choses qui se passent. Mais moi, personnellement, je discute un peu avec elle dans le sens voilà, de pouvoir aussi l'aider si jamais il y avait des choses qu'elle puisse me dire et qu'on puisse, voilà, je puisse aider, chercher des gens, des pasteurs notamment qui font des prières, des délivrances, voilà, et tout. Mais bon, elle me dit tout le temps, je ne sais rien de tout ça, je ne sais rien de tout ça. Alors, de quoi il est question? D'abord, c'est par des rêves, hein, c'est par des rêves. Le premier rêve que j'ai fait sur elle, j'ai vu que c'était elle qui s'accouplait avec moi. Bon, et ça, je me suis réveillée, j'ai dit, bon, non, c'est vrai qu'il y a les histoires de mari de nuit, des histoires des esprits des eaux et tout ça, donc je me suis dit, non, ça ne peut pas être ma mère et tout ça, ça ne peut pas être elle personnellement. Bon, j'ai prié. Mais ça continuait dans le sens plus couché avec moi où je l'ai vu, voilà, visiblement dans le rêve, non. Mais c'était des attaques. C'était des attaques. Je vois que c'est elle qui veut me faire du mal. Et à chaque fois quand je me réveillais, je lui dis, ah, mais maman, tu sais, j'ai fait un rêve comme ça. Elle me dit, ah non, moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas. J'ai dit, ah bon, oh, la première fois, ça s'est passé, j'ai vu que c'est elle qui m'attaquait. Une deuxième fois encore, je vois que c'est elle qui m'attaquait. Et là, c'était quoi? Il y a un monsieur qui est venu, je vois quelqu'un, c'était dans le rêve, hein, un monsieur qui est rentré chez nous à la maison. Et je ne connaissais pas le monsieur. Et du coup, je voulais, elle, la protéger et mon fils. Mais pendant que moi, je voulais les protéger en les mettant derrière moi, elle m'a joué un tour. Elle a attrapé mon fils et elle a donné à ce monsieur. Et je me suis réveillée. Encore un autre rêve. Je suis couchée et je vois qu'elle était en train de vouloir s'attaquer à la fille d'une de mes cousines qui est décédée. Et je suis venue pour sauver la petite. Et elle s'est retournée en train de m'attaquer moi-même. Encore un autre rêve où, au fait, c'est comme s'il y avait de l'eau que je devrais traverser. Et en temps, il y avait une pente juste à côté de cette, je dirais, je sais pas, un fleuve. Bon, c'était pas une grosse eau non plus, hein, mais je devrais la traverser. Et pendant que je voulais traverser, brusquement, il y a une pente qui a surgi devant moi comme ça, juste à côté de l'eau. Ça me dit, il y avait une pente, donc je devrais faire attention, mais c'était très évident que j'allais tomber dans l'eau. Et c'est ce qui s'est passé. Mais quand je suis tombée dans l'eau, il y a une certaine force qui m'a tirée jusqu'en bas, dans les profondeurs des eaux. Et c'est qui je vois là-bas. Mais pendant que je descendais sous cette eau, c'est pas que j'étais en train de me noyer. Non, 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 je ne me noyais pas. Je descendais, mais c'était une force vraiment qui m'amenait jusqu'en bas. Et je vais, à ma grande surprise, c'est ma mère que je trouve là-bas. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait m'initier à la sorcellerie.
Et pendant ce temps, moi, je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et elle n'a pas réussi. Je me suis réveillée. Pour ne pas être vraiment longue dans mon histoire, il y en a à plusieurs reprises, je la vois en train de m'attaquer dans mon rêve. Et naturellement, c'est ma mère que j'aime beaucoup. Je l'aime tellement, je ne peux même pas expliquer. C'est ma mère, je l'aime beaucoup. Je fais tout pour elle. Tout pour elle. Quand je dis tout, vraiment tout pour elle. Parce qu'elle était au village, malade, et je suis rentrée même de l'Europe. Je suis venue dans mon pays, et du coup, je l'ai fait venir dans la capitale pour la soigner. Et depuis lors, elle est avec moi. Et depuis qu'elle est avec moi, ces rêves-là se sont accentués. Je vois des serpents dans ma chambre. Et là où elle dort, parce que moi, j'ai mis un petit matelas par terre, je dors là-dessus. Et à elle, je lui ai laissé le lit entier. Hein. Mais je voyais des serpents en bas de mon matelas, des serpents, de gros serpents en bas de son lit. Et dans le rêve, j'étais en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie l'épée de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie l'épée de Dieu. Et ça avait commencé à anéantir ces serpents qui cherchaient à fuir. Famille DMG, j'ai vraiment besoin de comprendre. Et il n'y a pas que ça. Je vais dans des lieux de prière. On me dit, elle est dedans. Mais maintenant, au fait, c'est pas que je doute, mais je n'en crois pas. C'est pas que, voilà, je sais que, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas, parmi les hommes de Dieu aussi, il y a des faux, hein, et tout. Mais c'est pas que ça, c'est pas, je suis pas allée premièrement voir un pasteur qui a commencé à me dire ça. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a eu à me dire ça, mais au fait, c'était juste comme une confirmation, vu que moi-même, je fais des rêves sur elle. Je fais des rêves sur elle. Et actuellement, sans vous mentir, la tension, elle est tendue à la maison. La tension, elle est tendue parce que quand je la vois, je commence à m'énerver. Je commence à m'énerver. Je me dis, mais je fais tout pour toi. Pourquoi est-ce que tu veux m'attaquer? Pourquoi tu m'attaques? Et encore, le dernier rêve que j'ai fait, il y a moins d'une semaine, hein, moins d'une semaine, j'ai vu qu'elle a appelé du renfort des personnes de son village, que je connais très bien, pour venir en renfort. Dites-moi, je veux savoir, est-ce que je me trompe sur ma maman? Est-ce que ce que les gens, quand je vais dans des prières, on me dit... Elle est dedans. Est-ce que c'est... Je ne sais pas, je suis perdue. Je suis perdue. Je cherche une réponse à ça. Je cherche une réponse à ça. Je ne sais pas. Et je veux la faire partir au village. Je vais la faire retourner parce que son état de santé, ça va. Et j'ai parlé avec elle. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu sais, je pourrais... Parce que moi, je voulais qu'elle soit vraie avec moi. Je lui ai dit, maman, regarde. Je t'aime beaucoup. Même si tu l'étais. Même si tu étais une sorcière. Tu es une sorcière, je ne t'abandonnerai jamais. Mais je veux juste, dis-moi les choses. Peut-être qu'il y a une force sur toi, on peut prier pour te délivrer. Et moi, le plus important pour moi, c'est pas de la rejeter parce qu'elle est sorcière. Mais pour moi, c'est pour son salut. Pour qu'elle se repente. Et qu'on puisse prier pour elle, pour la délivrer de ça, si vraiment. Mais quand je discute avec elle, elle me dit non, je ne connais pas ça, je ne suis pas dans ça, je ne connais pas, et tout ça. Mais tous ces rêves que je fais, c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est? Aidez-moi. Si il y a, je ne sais pas, un pasteur vraiment dans la délivrance qui m'écoute, ou j'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin d'une réponse. Ça me fatigue. Là, je veux la faire partir, retourner au village et toujours continuer à prendre soin d'elle. Mais moi-même, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas de la faire partir. Mais je sens qu'il y a une tension qui est là. Et moi, je fais les affaires. Et je vois que rien ne va au fait. Rien ne va. Rien ne va.
mon business se stagne, côté financier, ça ne va pas. Et encore un autre rêve que j'ai fait, quand je suis arrivée, je l'ai fait venir et tout. Et dans le rêve, c'est elle qui s'est retrouvée à avoir de l'argent. Elle était riche dans le rêve. Et moi, je n'avais rien. Et c'est moi qui venais maintenant pour lui demander de l'argent. Et elle a refusé. Et un autre rêve que j'ai fait vraiment très, très, très pertinent. Le mois de décembre, je suis partie en Europe pour quelques jours. Et je fais un rêve là-bas où je vois une dame, c'est comme si c'était à l'hôpital, il était question d'aller voir une gynécologue du moins. Et arrivée, cette gynécologue s'est retrouvée être une femme de prière. Et elle a commencé à prier pour moi. Et quand elle priait pour moi, elle m'a dit, il y a quelque chose dans ton ventre, il y a un enfant, c'est comme s'il y avait il y a eu un avortement, mais tout n'a pas coulé. Et tant que, il faut que je te mette, je dois mettre quelque chose au-dedans de toi pour faire couler ça. Et la dame, elle me dit, je voulais te dire quelque chose, mais j'espère que tu ne vas pas t'énerver, tu ne vas pas faire la bagarre. Je lui ai dit non, je ne ferai pas de bagarre. Et pour rassurer la dame en question, je ne la connais pas. Je lui ai dit, il y a des choses même que je sais, mais je n'ai pas fait de bagarre. Mais dans mon esprit, dans ce rêve, c'était pour dire, je sais qu'il y a la sorcellerie dans ma famille, mais je ne fais pas de bagarre. Du coup, tu peux me le dire. C'était pour amener la dame vraiment à me dire la chose. Et voici ce qu'elle va me dire. Ta prospérité, on l'a léguée à quelqu'un de ta famille maternelle. Et je me suis réveillée. Famille DMG, j'ai besoin d'avoir une réponse. Une réponse à tout cela. Une réponse à tout cela. Et aussi aider ma maman. Je vais l'aider. Je ne suis pas en train de dire ça pour l'inculper et tout ça, mais je vais l'aider à sortir dedans. Je vais l'aider à sortir dedans si toutefois elle était dedans. Si toutefois elle était dedans, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui pourrait vraiment m'accompagner dans ce sens, et que elle dévoile les choses, qu'elle dise les choses. Je suis tellement attaquée, je suis tout le temps, il y a l'esprit de mort qui est là. Je peux me coucher même, me retrouver morte. Et Dieu fait grâce, je reviens à la vie. Je ne peux pas vous dire combien de fois. Combien de fois je suis assise comme ça. Il y a l'esprit de moi qui va me dire, mais tu vas mourir tout de suite. Je suis couchée et je sens mon âme qui est en train de sortir de moi. Je sens mon âme qui est en train de partir. Et je suis tout le temps, constamment en prière, Je ne peux pas vous dire combien de fois je suis couchée et je me suis retrouvée morte. Et quand je me réveille, Dieu fait grâce, je me reviens la même position dans laquelle j'étais. Mais c'est pas que des rêves, parce que je me réveille, trouver que je suis dans cette même position. Et actuellement, je peux m'asseoir. Actuellement, je lutte avec ça. Et ça veut dire, disons, toutes les nuits, je peux me réveiller comme ça. J'ai mes jambes, mes membres inférieurs qui ne fonctionnent pas. C'est mort. Ça prend des formes bizarres. Je suis obligée de les malaxer. Je suis obligée ça veut dire de négocier. Et je commence à prier au nom de Jésus, le sang de Jésus, au nom de Jésus, le sang de Jésus. Mes membres inférieurs comme supérieurs. Membres inférieurs comme supérieurs. Je prie, je pense que ce n'est pas ma prière aujourd'hui. Non seulement je ne serai pas vivant, et je pense que je vais en sortir. Et si j'étais vivante, il y aura trop de séquelles. Les attaques, peut-être que j'allais être paralysée, peut-être qu'il y a tellement de choses. Mais je me repose tout le temps, je me repose cette question. Ma maman pourrait me faire ça? Moi qui lui donne tout, et même quand elle est triste vis-à-vis de quelqu'un de ma famille, mes frères, mes soeurs, il y a quelqu'un qui lui fait quelque chose, je prends sa défense tout de suite.
Direct, je ne réfléchis même pas. Je dis, on ne fait pas ça à ma mère. On ne fait pas ça à ma mère. Mais m'imaginer que la même personne, m'attaque moi. Je suis perdue. Et là, je vis même que ça commence à être verbal. Je ne comprends pas. La dernière fois, j'étais en train de lui donner sa douche parce que c'est moi qui la lave, hein, qui l'habille, qui fait tout. Et je vous dis, je suis constamment en colère. Je suis constamment en colère. Je ne comprends pas. Je suis constamment en colère. Mais au-dedans de moi, cet amour maternel, ça y est toujours là. Cet amour maternel est toujours là. Mais quand je la vois, je me pose des questions. Toi, tu veux me tuer? Toi, tu veux me sacrifier? Toi, tu veux me faire du mal? Je suis en colère contre elle. Je suis en colère contre elle. Et pendant que j'étais en train de lui donner de lui donner sa douche et tout, et j'étais en colère, j'étais énervée, je parlais de quelque chose, je me dis, ah ben ouais, voilà, c'est pour ça. Elle me dit ça, c'est pour ça, ça sera difficile pour toi de rester avec un mari. Je dis, ah ouais, c'est ce que tu dis à ta fille. C'est ce que tu dis à ta fille. Je dis, j'annule ce que tu es en train de dire par le sang de Jésus. Ça ne m'arrivera pas. Si c'est pour ça, vous avez gâté mon mariage pour que voilà, ça me soit difficile. Et je reviens en arrière, le même rêve que j'ai fait, la dame qui m'a dit dans le rêve, au fait, ils ont légué ta prospérité à quelqu'un, un membre de la famille maternelle. La même dame m'a dit, même ton mariage, on voulait léguer. Mais moi, je suis mariée, je n'ai même pas fait un an dans mon mariage. Hein. J'ai divorcé. Je n'ai pas fait un an. J'ai pas fait un an dans mon mariage. Et j'ai divorcé. Et entendre ma maman qui me dit, oui, ça sera difficile pour toi de rester dans un foyer, avec un mari. Et ça s'est passé. Excusez-moi, je serai un peu longue parce que pendant que je parle, il y a d'autres choses qui viennent au fait. Et moi, j'ai annulé, en tout cas, j'ai annulé ça par le sang de Jésus. Je dis, ce que tu as dit, ça ne m'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas. Moi, je vais bien et bien rester avec un homme. Et je serai une femme exemplaire, une femme douce, une femme comme ce que mon mari veut. Et il n'y a pas longtemps, je dirais il y a 2 jours, on s'est disputé. Pas qu'elle et moi, on s'est disputé. C'était mon fils qui devrait rentrer, dormir parce qu'il va à l'école le matin. Il a 1 heure pour dormir. Et du coup, j'arrive, je vois que non, il n'était pas rentré dormir. Et j'étais en train de réprimander l'enfant. Je l'ai même amené dans sa chambre, je lui ai même donné quelques fessées et tout. Et je sors, elle me sort, ma maman qui me dit, ton fils là, il va te frapper un jour. Et il a déjà sorti ça 1 fois. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Tu es ma mère. Moi, je t'ai déjà frappé. Elle dit non. Et pourquoi tu veux que mon fils me frappe? C'est une malédiction que tu es en train de dire sur l'enfant. Est-ce que c'est une bonne chose qu'un enfant frappe sa mère? Pourquoi tu dis ça? Je dis, mais l'enfant, il t'a fait quoi? Il ne t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Il n'a rien fait. Pardon. Il n'a pas fait quelque chose qui montre qu'il ne s'est pas arrêté avec moi pour discuter avec moi. Mon fils, il a 10 ans. Il a 10 ans et c'est quelqu'un qui m'écoute. Il ne peut même pas s'arrêter pour discuter avec moi. Ce que je lui dis, c'est ça. C'est ce qu'il fait. C'est parce que c'est un enfant. Donc il y a des choses, quand je ne suis pas là, il veut tricher. Mais comment une grand-mère peut dire à son petit-fils qu'il va frapper sa maman un jour? Et franchement, c'est des choses qui me dépassent. Il y a tellement de choses que je ne pourrais pas finir de raconter. Mais je pense que j'ai dit quand même l'essentiel. C'est dans le but de trouver une solution. Et pour moi, et surtout pour moi, je ne sais pas comment faire pour l'amener à avouer tout ça. Pour l'amener à dire, je sais qu'il y a pas mal de choses. Je sais qu'il y a pas mal de choses. Donc, s'il vous plaît,
aidez-moi. Aidez-moi et à l'aider aussi. C'est ma mère. Je l'aime beaucoup. Je précise, je l'aime beaucoup. Au fond de moi, je l'aime beaucoup. Mais savoir que ta maman est sur un autre bord, ou voilà, c'est fatigant. C'est fatigant. Et actuellement, moi, je dors au salon même. Je dors au salon ou je dors dans la chambre de mon fils. Je ne dors pas dans la même chambre qu'elle. Donc, je vais m'arrêter là. Et je dis merci beaucoup à DMG TV et merci à la famille DMG et que le Seigneur continue vraiment de bénir DMG, de l'accompagner. Et monsieur DMG, franchement, vous faites un gros boulot. Un boulot énorme. Peut-être que vous n'imaginez même pas l'ampleur de ce que cette chaîne est en train de faire dans la vie des uns et des autres. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que la main de Dieu soit constamment sur vous, que toutes les fois quelqu'un, je sais qu'il y a des gens, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ceux qui sont là pour faire du mal, ils ne sont pas contents, je le sais, parce que vous les exposez. Le fait que chacun vient expliquer son expérience, vous êtes en train d'exposer le monde des ténèbres. Et je sais que l'ennemi n'est pas content. Et je demanderai à toute la famille DMG, voilà, que chacun de nous puisse apporter nos prières pour la protection vraiment de DMG. Que Dieu vous bénisse et que voilà, toutes ces personnes qui sont venues, qui sont passées sur cette chaîne, qui ont donné leur expérience et qui ont aidé qui ont été aussi des solutions pour d'autres personnes et tout, parce que moi, quand j'écoute beaucoup et j'ai tiré beaucoup de leçons, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et je sais que je ne suis pas la seule. DMG, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Là, on passe à la 7e histoire. Allô, bonjour DMG TV. Je voulais partager une histoire avec la communauté. Tout d'abord, merci pour toutes les histoires que vous partagez. Merci à toutes les personnes qui ont le courage de partager leur expérience et tout ça. Bon. L'histoire que je vous raconte est l'histoire d'une sœur que j'ai rencontrée à l'église, dans un groupe de louanges, donc qui était très investie dans la foi. Et en termes de témoignage, elle nous a raconté comment elle s'est raccrochée encore plus à la prière. Donc c'est une femme qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Elle a rencontré un homme très jeune pendant ses études. Il était originaire du Togo. C'est un monsieur qu'on va appeler dans l'histoire Jacques. Et cette dame-là, on va l'appeler Ami. Voilà. Donc Ami a rencontré Jacques quand ils étaient étudiants. Jacques a été éduqué par sa maman. Toute sa vie, il n'a pas côtoyé la famille paternelle en fait, parce que son père et sa mère se sont séparés quand il était très jeune. Sa maman a quitté le Togo pour s'installer en Côte d'Ivoire et il a grandi en Côte d'Ivoire. De son côté, son père a rencontré une nouvelle femme qu'il a épousée et qui lui a donné d'autres enfants. Donc Jacques, quand Ami le rencontre, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de connaître ses racines en fait, parce qu'il a juste été éduqué par sa mère. Dans son expérience professionnelle, il a une opportunité qui l'emmène au Togo. C'est une vraie opportunité professionnelle, mais c'est surtout pour Jacques l'occasion de se rapprocher de sa famille, de mieux connaître ses frères et sœurs, enfin demi-frères et sœurs pour bien dire les choses. Et c'est comme ça que, avec Ami, Jacques
déménage sur le Togo. Il n'était pas à la capitale, c'était dans une autre ville, donc, mais pas besoin de... C'est pas important de donner le nom de la ville. Et il a commencé à travailler, très bonne situation, il avait un statut d'expatrié, c'était dans un organisme international. Et quand il a retrouvé sa famille paternelle, il a vu que c'était des personnes qui étaient encore dans le besoin, qui n'étaient pas, si je peux dire, arrivées encore. Donc, pour se rapprocher d'eux, il a vraiment ouvert sa porte. Il a commencé à les aider et tout ça. Mais vous savez, ce qui est un peu bizarre en Afrique, c'est que quand vous aidez les gens, vous avez toujours l'impression que c'est une obligation pour vous et qu'ils ne sont pas contents, même s'ils ont besoin de votre aide, en fait. Donc, Jacques et Ami ont commencé à ressentir un peu cette ambiance un peu particulière dans la belle famille et ils ont commencé à être plus discrets, on va dire. Et malgré tout, Jacques avait une sœur qui était l'aînée de son papa pour cette nouvelle femme-là, pour sa nouvelle épouse, et qui donc était, en termes de génération, la plus proche de Jacques. Et cette sœur, nous allons l'appeler Rose. Voilà. Rose a continué à garder un bon contact avec Jacques. Elle a vraiment pris Ami comme sa petite sœur. Elle lui a montré tout ce qu'il fallait au Togo, comment s'installer, comment prendre ses marques. Vraiment, Rose et Ami étaient devenues plus que des belles sœurs, les meilleures amies en ce moment-là. Donc, Rose était tout le temps chez Jacques et Ami. Elle avait vraiment sa place dans la famille, son mot à dire sur tout, les conseils. En tout cas, Rose était chez elle, chez Ami et Jacques. Là où l'histoire devient mystique, c'est que un jour, Jacques organise une fête, il rassemble toute sa famille, la famille, ses frères et sœurs, un peu pour apaiser les choses. C'était prévu de longue date, tout le monde est venu, on a essayé de calmer le jeu, tout le monde a parlé, et ça semblait être à cœur ouvert, tout s'est très bien passé. Et à la fin, tout le monde est rentré. Donc, Ami, Jacques, les domestiques, ils rangent la maison. Tout le monde est prêt à se coucher et on ferme les portes et tout d'un coup, on voit un hibou en plein dans le salon. Mais vraiment, il n'y avait aucune ouverture. Donc, pris de panique, Ami crie, Jacques crie, les domestiques crient, tout le monde crie. On essaye, ça ameute un peu le gardien qui rentre aussi en renfort. Ils arrivent à attraper l'animal. Et Ami et Jacques leur disent, demandent à leur domestique, relâchez la bête, elle a certainement dû se perdre pour se retrouver à l'intérieur d'une maison. Relâchez-la, qu'elle reparte d'où elle vient en fait. Et les domestiques et le gardien disent, ah non patron, on ne fait pas comme ça ici. Il leur explique que quand on trouve comme ça un animal qui n'a rien à faire dans la maison, il faut l'attraper, il faut le tuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de cette bête-là. Et que généralement, dans les jours, les semaines qui suivent, on voit clairement quelque chose qui se passe dans l'entourage. Bon, Ami et Jacques, ils ne sont pas particulièrement pratiquants, ni dans l'église, ni dans les choses de notre, des religions de nos ancêtres. Ils sont juste là, comme ça. Mais bon, comme les autochtones leur disent ce qu'il faut faire, ils acceptent. Donc, en pleine nuit, voilà le gardien qui allume un feu, on met le hibou dedans, qui se débat, Enfin, vous imaginez la scène. Toujours est-il que, avant que le petit matin n'arrive, tout était en cendres. Et
au moment où donc tout ça est terminé et que Ami et Jacques veulent rentrer dans leur chambre, ils ont fini de prendre leur douche, ils vont enfin pouvoir se reposer de cette nuit horrible, le téléphone sonne. Le téléphone sonne et c'est le père de Jacques qui l'appelle pour lui apprendre une terrible nouvelle. Sa sœur Rose est tombée malade brusquement, elle a eu une crise dans la soirée et ce matin, Rose n'a pas survécu. Ami et Jacques se regardent. Ils se disent, c'est pas possible. C'était quand même celle avec qui on avait le plus de relations, de fraternité. Ça peut pas être ça, en fait. Et tout le monde autour d'eux les avait prévenus. Le gardien, les domestiques et tout ça. Donc, c'est à ce moment-là que Jacques et Ami se regardent et disent dans cette situation-là, nous, on ne connaît personne ici. Hein, il faut qu'on commence à se blinder, en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à être plus pratiquants et tout ça, qu'ils ont rencontré un prêtre qui les a vraiment aidés sur le chemin de la foi, qui les a aidés à prier, à faire des séances de délivrance pour se détacher, en fait. Parce que pour Jacques, c'était une terrible déception, en fait. Hein. Et donc, dans leur prière et entourés par les frères dans leur église, ils ont compris que certainement Rose était jalouse et que c'est pour ça qu'elle s'était rapprochée d'eux et qu'elle avait essayé d'attenter en fait à leur équilibre. Voilà. Donc je vous prie tous de liker, de partager. Et pour moi, la morale dans cette histoire, c'est que d'abord, il ne faut pas être sans attache en termes de croyance. Il faut toujours être accroché à quelque chose pour ne pas se retrouver dans des situations où on se fait attaquer sans pouvoir riposter. Quand on arrive quelque part, le deuxième enseignement, c'est que il faut écouter les autochtones parce que eux savent comment se passent les choses chez eux. Et le plus important, je pense, c'est les gens qui sont proches de nous. Très, très souvent, les attaques viennent des personnes à qui on a ouvert nos portes. Donc, soyons vigilants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ouvrir la porte, mais il faut rester vigilant. Merci à tous et merci encore DMG TV. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonjour à tous. C'est moi encore. Ça, c'est ma deuxième histoire. Donc, partagez, likez, commentez. Ok. Ça, c'est une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire encore. C'est l'histoire des élèves. C'est une camarade qui m'a raconté ça. Elle dit qu'elle connaissait bien la fille. Là. Il y avait une fille parmi eux qu'elle connaissait très bien. Que c'était une jolie fille. La fille laquelle les clairs, jolie, claire naturellement comme cela. Elle est jolie, que tu ne peux pas voir la fille et puis tu vas la dépasser. Elle était dans une école où à la fin de l'année, on les a proposé une sortie pour aller à Mans. Il y a une ville en Côte d'Ivoire qu'on appelle Mans. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont le savoir. Donc, ils sont allés à Mans. Mans est réputé pour ses montagnes, à faire des génies. Tout le monde sait qu'à Mans, là-bas, à partir de 18h, 19h, il ne faut pas rester au dehors. Ce n'est pas prudent. Parce qu'on dit que les génies ont beaucoup habité là-bas. Donc, certains sont partis, certains sont là. Quand les gens ont commencé à habiter le coin, d'autres sont partis, d'autres génies ont fui, d'autres sont restés. Donc, eux, ils cohabitent avec des personnes. Donc, ils sont là, ils vivent ensemble là-bas, mais la nuit, c'est pour eux, la journée, c'est pour les hommes. Ils sont là comme cela. Il y a longtemps,
Donc, la fille est partie avec ses camarades d'école. Genre, c'était une classe entière qui sont partis pour aller visiter les collines et les montagnes de là-bas. Ils devaient passer un truc de combien de jours? 3 à 4 jours comme cela. Parce qu'ils ont organisé une fête là-bas aussi. Qu'ils avaient pris des chambres pour pouvoir rester. Bon, ils avaient organisé tout. Tout était bien organisé pour un truc de 3 à 4 jours. Aller visiter, se promener, voir les bels endroits qui se trouvent là-bas, tout. Donc, ils sont allés, ils sont bien installés. Une nuit, il y avait une fête qu'ils ont organisée, mais c'était dans la cour où ils étaient logés. La fête était un peu éloignée de là-bas. Tu peux emprunter une moto pour aller là-bas, ou soit si tu veux marcher, tu vas durer sur la route, mais si tu empruntes une moto, tu arrives vite. Donc, ils sont allés chauffer. La fille était là, tout le monde chauffait bien. Arrivé à un moment, vers les 1h, 2h, la fille a commencé à avoir sommeil. Elle a dit à ses autres camarades, garçons, femmes, ah, les gars, moi j'ai sommeil, hein, et si on rentrait, il se fait tard. On dit ici là même là que c'est pas prudent, et puis il est presque 2h. Vous êtes toujours là à faire la fête. Moi j'ai sommeil, je dois aller dormir. Donc elle a dit ça, les gars disent, bon, attends un peu, d'une heure, si on fait 1 heure encore là, on va aller t'accompagner. Elle dit, non, moi je sommeil, je vais rentrer seule. Si vous ne voulez pas rentrer là, restez ici, je m'en vais. C'est parce que j'ai un peu peur de la route. Hein. Sinon là, moi je ne peux aller à la maison. Ils ont dit, ah, attends ça d'un peu de temps. Elle a patienté un peu. Depuis, ils sont là, danser. Elle a vu que non, ceux-là, ils n'ont pas l'air de se retourner à la maison à l'heure là. Donc elle dit, elle a sommeil. Elle a pris la route. Elle partait seule. Elle partait. Elle dit, elle est là, marcher. Quand elle marche, elle se retourne. Il y a bruit derrière elle. Quand elle fait un pas, elle attend craca. On dirait bruit de fer. Quand elle se retourne, elle s'arrête. La chose aussi s'arrête. Quand elle marche encore, craca. Elle marche, elle a marché bien. Elle attend bruit là encore derrière elle. Craca. Elle se retourne. Elle ne voit plus. Déjà, truc est derrière elle là, se mesure. Parce que quand elle a raconté l'histoire, c'est un génie qu'on appelle Borodjan en malinké. Bon, chacun a sa langue. Il y a, je ne sais pas quelle ethnie qui appelle ça en Zamlang, Ganga ou bien quoi là. Il y a un nom, bon, chacun a son nom. Chez nous, les malinqués, on dit Borodjan. C'est un génie grand de taille. Il se mesure avec le poteau électrique. Quand il est derrière toi, il t'effraie. Quand tu te retournes, c'est colle au poteau électrique. Tu vas dire que non, c'est poteau électrique. Il y a feu qui sort au milieu de sa tête. Toi, tu vas te dire que non, c'est lumière de poteau électrique. Tu ne vas pas savoir. Mais il te suit. Lui, il est là pour faire peur les gens. Bon, quand tu le vois yeux dans yeux, il te rend fou. Tu vois? Ou un cri de ça te rend malade. Si tu n'as pas eu un bon guérisseur pour te guérir, là, c'est problème. Donc, elle partait, elle ne sait pas il y a quoi derrière elle. Elle marche encore, elle attend, craca, bruit de fer. Il y a ces trucs-là qu'elle a fait peur comme cela. Elle a attrapé son cœur. Quand elle a commencé à avoir chair de poule, elle a attrapé son cœur. Au moment où elle va rentrer dans la cour, là où elle devait mettre un pied dans la cour, elle attend bruit là encore. Il n'y avait pas un poteau électrique là-bas. Genre, les poteaux électriques, il y a des endroits précis où ils sont pointés. Donc, arrivé devant la cour, il y avait la lumière, mais pas de poteau électrique où ils pouvaient se cacher là-bas. Donc, elle a mis un pied dans la cour. Elle dit, attends, c'est quoi qui est derrière moi depuis là? Elle s'est retournée, elle a fait yeux dans yeux. Avec truc là net, elle est tombée. Aïe. Elle est restée là jusqu'à ceux qui sont là chauffés là. Et ils sont venus jusqu'à matin, 5h, 6h comme ça, ils sont rentrés. C'est eux qui sont venus la ramasser sur la route comme cela pour la faire rentrer. On la réveille. Elle a raconté ce qui s'est passé. Quand elle marchait, ce qui s'est passé derrière elle. Quand elle a fini de raconter l'histoire nette,
après ça, 1, 2, 3, elle commence à délirer. Ou on dit comment? C'est que elle commence à devenir un peu folle. Elle a fini d'expliquer ce qu'elle a vu. Elle a devenu un peu folle. Quand on lui dit quelque chose, elle parle de autre chose. Genre, sa tête a commencé à se mélanger. Folie. C'est folie qui a commencé si elle comme cela. Hein. On ne sait pas si elle ne devait pas raconter ça. Wa. Ou bien c'est quoi. Wa. La fille, la jolie fille, belle forme, claire comme cela. Folie l'a pris. Ses parents l'ont laissée pour venir à l'école dans sortie scolaire. Elle s'est retournée folle. Tous les médicaments qu'ils avaient en main là-bas, ils ont cherché pour la guérir là-bas. Elle n'a pas guéri. Donc, ils l'ont ramassée comme cela, étant folle pour l'envoyer à Abidjan ici chez ses parents. Ma camarade a dit jusqu'à présent que la fille n'est pas guérie. Qu'on ne sait même pas si elle est décédée ou bien elle est là. En tout cas, elle est devenue folle. Elle courait même torse nu, elle est bien claire comme cela, elle a une grosse fesse derrière. Tu la vois, elle crie dans le quartier, elle court, on s'en va, on va l'attraper, on l'envoie à la maison. Elle est devenue folle carrément comme cela. Peut-être son erreur était d'expliquer ce qu'elle a vu. Ou soit c'est quand tu les vois aussi, tu deviens fou. On ne sait pas. L'histoire est restée comme cela. Ses parents ont pleuré, pleuré. Quand les autres élèves ont envoyé les filles là, la fille est partie en bonne santé, pleine de vie. Puis elle est revenue étant folle ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves vont expliquer ce qu'elle les a dit avant de devenir folle. Jusqu'à présent, la fille n'est pas guérie. C'est parce qu'elle est décédée, ou soit elle est là. C'est ça qu'elle a. Ce que je peux dire comme conseil ici aussi, si tu vas dans un coin avec les autres, et puis surtout la nuit, il faut toujours attendre. Parce que ces gens de trucs, les jeunes ne frayent jamais seuls. Et avec des gens, plusieurs. C'est quand tu es seul, ils t'effrayent. Quand vous êtes nombreux, jamais il ne va vous effrayer. Voilà. Ça peut se faire, mais c'est rare. C'est quand tu es seul, il sait que la peur peut s'installer vite, qui t'effraie. Quand vous êtes 2, 3, 4 comme cela, là, il sait que chacun est là. Donc, quand lui va venir là, ça va vous faire quoi? Peut-être vous allez courir ensemble, la peur ne serait pas trop. Donc, il va toujours t'effrayer seul. Il faut toujours attendre quelqu'un, surtout quand tu es dans un endroit que tu ne maîtrises pas bien. Il ne faut jamais te précipiter pour t'élever comme cela. Je m'en vais, oui, il fait comme cela. Tu peux croiser des dangers comme ceci, prendre folie gratuite ou même mourir. Il y a tout dedans, quoi. En tout cas, partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Voilà, ça c'était ma deuxième histoire qui est là. J'ai plein d'histoires que moi-même j'ai vécues moi-même. Je vais expliquer tout. Ok, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Ok, bonjour ou bonsoir DMG. Moi c'est Thierry. Je suis Camerounais. Je vis du côté de Yaoundé. En fait, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Si un jour on m'avait dit que la sorcellerie existait, bon, je pense que je n'aurais jamais cru. C'est lorsque j'ai eu les manifestations de cette science occulte dans ma vie que j'ai finalement cru que ça existait. En effet, Dieu m'a doté d'une si grande intelligence, ce qui a fait en sorte qu'à l'école, j'étais toujours parmi les 3 meilleurs. C'est donc ainsi que lorsque j'arrive en 5e, j'étais chez ma mère, je tombe malade, gravement malade. Nous partons à l'hôpital, on voit la typhoïde. Je me soigne, mais ça n'allait toujours pas. La prochaine fois, nous sommes encore allés à l'hôpital, on m'a fait part de ce qu'on ne voit rien. Mais moi, je souffrais terriblement dans le ventre. C'est là où ma mère a dit, bon, nous sommes des Africains, il faut que je me dirige aussi un peu vers les praticiens, vers le village, quoi. C'est comme ça que nous allons au village chez un praticien qui va me révéler qu'en réalité c'est l'œuvre de la sorcellerie que je suis en train de subir.
et qu'il fallait acheter beaucoup de choses pour pouvoir enlever le sort qu'on a mis en moi. Donc ainsi que pour la première fois, j'ai été guéri. Bon, on peut dire momentanément guéri, parce qu'après c'est devenu pire. Quelques mois après, quelques années après, plutôt, lorsque j'arrive en seconde, je tombe encore gravement malade. Là, c'était la totale. Je suis entré dans des groupes de prière. J'ai trouvé soulagement, mais vraiment, c'était pas facile. Lorsque j'arrivais dans ces groupes de prière, je tombais. Et c'était mon grand-père, c'est-à-dire le frère de mon grand-père maternel qui parlait à moi, qui dit: ce que cet enfant doit devenir, il ne le deviendra jamais, même si c'est au prix de ma vie. Tant que je vis, je ferai tout, et pour tout, pour qu'il ne devienne pas ce qu'il doit devenir. Bon, le grand-père en question est mort. Je me suis mis vraiment dans des prières. J'ai dit, ça c'est compliqué, hein? Donc, c'est là où on nous révèle donc du côté de ma mère. Il y a des pratiques qui ont été faites. On a dit que dans notre famille maternelle, personne ne doit lever la tête. Ceux qui ont un mariage même vont souffrir là-bas. Personne ne va voyager. C'est que comme les diplômes ne vont pas travailler. Et lorsque je regarde un peu ma famille, c'est compliqué. C'est nous qui prions quand même là, qui essayons de lever la tête de l'eau. Mais le reste, ça tourne en rond. Il y a même des morts mystiques dans notre famille. Vraiment, mes amis, ce que moi je peux conseiller à quelqu'un, c'est de croire en Dieu, c'est de prier, d'avoir bon cœur. Surtout prier pour ses enfants, parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui viennent subir des choses qu'ils ne connaissent pas. Merci. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 10e histoire. Bonsoir DMG. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter, vous remercier par rapport à vos vidéos, votre concept sur votre chaîne Histoire Mystique DMG TV. Merci beaucoup et par cette occasion, je me permets de vous transmettre aussi une des histoires que j'ai vécues personnellement et que je pense qui édifiera aussi les autres. Bon, pas édifier parce que je ne sais pas aussi... Bon, je vais vous expliquer. Alors, cette histoire se passe en 2019. J'arrive à Paris. Je venais d'arriver à Paris. Je viens du Congo, Kinshasa. Je viens à Paris et un mois après, en novembre 2019, je tombe malade. Il faut savoir que j'ai quand même une santé un peu fragile. Je tombe un peu souvent malade. Et donc... avec le froid qu'il y avait, je ne supportais pas, je n'arrivais pas à supporter et je suis tombé malade et j'ai été hospitalisé pendant 2 semaines à l'hôpital. Et c'est là que l'histoire se passe. Il faut savoir aussi que j'ai quand même certaines compétences spirituelles, je peux dire comme ça, des facultés psychiques et spirituelles, qui me permettent en fait de voir des esprits parfois. Bon, pas aujourd'hui, mais quand j'étais gosse, c'était beaucoup plus récent, beaucoup plus régulier de voir des esprits. Je pouvais voir un homme blanc devant ma porte, devant la porte de chez nous. Et je pouvais dire ça à mes parents ou bien à ma famille et personne ne me croyait. Donc je recevais des messages par des songes. Je pouvais voir des choses, mais personne ne me croyait puisque j'étais enfant. Mais quand même, j'ai gardé ces petits dons, on va dire, ou bien ces petites facultés. Jusqu'à aujourd'hui, je peux rêver de quelqu'un, de son problème, et voilà, ça m'arrive. Et en 2019, je tombe malade, je suis hospitalisé pendant 2 semaines, et c'est là que tout se passe, c'est là que toute l'histoire se passe. Je suis hospitalisé, je reçois les médecins qui me traitent, les infirmiers qui me traitent. Et comme vous le savez comme moi, on dort un peu souvent quand on est à l'hôpital, on n'a rien à faire. Et donc, on dort, on se réveille, on prend un peu notre téléphone, on regarde ce qui se passe, on se rendort, on se réveille. Et voilà. Et ce qui se passe, c'est que au bout de 2 jours, 3 jours, quand je m'endors, je sens une présence au loin.
Et quand je me réveille, je regarde, je ne vois personne. Je ne vois pratiquement personne, je ne connais personne. Ici en France, je viens d'arriver, je ne connais personne. Et je me réveille, je ne vois personne. Je me rendors encore une fois. Je sens encore cette présence. Je ne sais pas comment expliquer cela. Je sens encore cette présence se rapprocher. Ça veut dire que plus je m'endormais, plus la présence se rapprochait. Plus je m'endormais, plus la présence s'intensifiait. Je sentais cette présence au loin et se rapprocher de moi. Je me réveillais en sursaut, mais je ne voyais personne. Je ne voyais rien. Et 3e fois, 4e fois de suite, 5e fois de suite, je me rendors, je me réveille en sursaut parce que je sens la présence très proche de moi. Je la sens vraiment très proche de moi. Je me réveille en sursaut. Mais je me réveille avec le dos tourné vers le haut, mais le ventre tourné vers le bas. C'est-à-dire que vous voyez un peu la position. Et je ne peux pas voir ce qui se passe derrière mon dos. Et je ne peux pas bouger. Je sens cette présence très proche de moi. Comme j'ai dit, ça veut dire que plus je m'endormais, plus la présence se rapprochait de moi. C'est vraiment une présence, je sentais cette présence venir au loin et se rapprocher de moi. Mais je me réveillais, je ne voyais rien. Et la 5e fois de suite, je me rendors, je sens cette présence de moi, très proche de moi, je me réveille. Et je me réveille, je ne vois personne. Je suis de dos, non. Je sens le dos tourné vers le haut. Non, je me réveille, le dos tourné vers le haut, le ventre tourné vers le bas. Vous voyez un peu la position. Et je sens cette présence très proche de moi. Je ne peux pas bouger. Et en un instant, je sens un tourbillon sur mon dos. Rapidement, pendant, je sais pas, 10 secondes, 30 secondes, je sens un tourbillon qui tourne sur mon dos. Ça tourne sur mon dos. C'est un truc de malade. J'ai jamais vécu cela. Et après cela, l'esprit a disparu. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su c'était quoi ce qui s'était passé. Je n'ai jamais su exactement c'était quoi la chose que cet esprit avait fait sur moi. Je n'ai jamais su si c'était bon, si c'était pas bon, c'était un esprit mauvais, c'était un ange de mort, c'était l'ange de la mort, je sais pas, est-ce que je devais mourir, je n'ai jamais compris. Et même ça me rappelle, excuse-moi, je peux continuer un tout petit peu, ça me rappelle aussi quand j'étais gosse, il faut savoir qu'on dormait dans une grande chambre, on était 5, il y avait 3 lits, 2 sur un lit, 2 sur un autre lit et 1 pour ma petite sœur. On était 4 garçons, 2 garçons sur un lit, 2 autres sur un autre lit et le dernier lit pour ma petite sœur. Et la chambre elle était trop grande. Et pour venir à mon chevet, il fallait passer par le lit de ma sœur. Et un soir, une nuit, il faut savoir qu'à chaque fois quand je faisais, à chaque fois que je voyais des esprits ou bien que je vivais une expérience bizarre, spirituelle, je me réveillais très tard dans la nuit. Je me réveillais avant que l'expérience se passe. Et donc, une nuit, je me réveille, juste des yeux comme ça, et je sens une présence dans la chambre qui commence à partir de la porte. Et la présence se rapproche comme un humain, comme un homme. La présence se rapproche. Waouh! J'ai des frissons pendant que je vous en parle. C'est tellement des trucs. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je sens cette présence-là. Elle se rapproche comme un homme, comme un humain qui marche. Je sens comment est-ce qu'elle marche. Elle passe du côté du lit de ma sœur. Elle tourne en direction de mon chevet. Elle avance jusqu'à ma tête. Elle arrive jusqu'à ma tête. Elle se pose là. Elle ne fait, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne veux pas bouger à ce moment-là. Je suis pris de peur. Comme toujours, j'ai toujours expliqué des choses à ma famille, mais personne ne me croyait. Je sens cette présence. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire en ce moment-là. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas parce que j'ai peur. Je suis gosse, je ne sais pas quoi faire. Et cette présence, je la sens très proche de moi, très près de moi, à mon chevet.
Et quelques secondes après, la présence se redirige vers la porte et je la sens encore reprendre le même chemin, passant par le lit de ma soeur jusqu'à la porte. Et quand elle arrive à la porte, c'est là que je crie. Je ne sais pas pourquoi je crie à la fin de la chose. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est des histoires que j'ai vécues. Et c'est des histoires vraies que moi-même, j'ai vécu moi-même. C'est même pas l'histoire d'un tel. Non, c'est moi-même que j'ai vécu ça, moi-même. Et je voulais vous en partager parce que jusque-là, je n'ai jamais eu d'explication par rapport à tout cela. Et merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo de 10 histoires mystiques.